Bonjour à tous, bienvenue sur cette spéciale consacrée aux élections législatives. Nous sommes donc le mercredi 1er mai de l'an 2019. C'est vrai que c'est la fête du travail. Nous vous souhaitons d'ailleurs une très bonne fête de travail. Mais puisque l'actualité oblige, nous sommes fidèles donc au poste pour faire le job. L'actualité a donc évolué avec les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Quelques jours avant ces résultats, la sortie médiatique très controversée des anciens présidents de la République, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous en parlerons donc au cours de cette émission. Nous parlerons également de la sortie des anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont donné de la voix hier pour passer un message de paix. Nous allons donc essayer de décrypter toute l'actualité donc qui entoure ces élections depuis donc les résultats donnés hier par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Et sur le plateau avec moi ce jour, je suis avec Dorcas Gamagba. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Je vous présente dans cette émission le rôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le processus électoral et le déroulement des opérations de dépouillement. Dans cette émission, toujours Anita Marcos, journaliste à Osawe TV. Vous êtes sur le plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Avec moi, il sera question du rôle de la Cour constitutionnelle dans les élections au Bénin et nous ferons ensuite un tour à la Cour constitutionnelle justement pour avoir plus d'éclaircissements sur la suite du processus à son niveau. Distel Amoussoué, consultant, média, analyste politique, il est avec nous sur le plateau de Zawi TV. Avant de le présenter, je vais passer à Kader Achirou d'abord. Bonjour, vous êtes journaliste. Bonjour, chers amis internautes, bonjour. Je suis journaliste à Zawi TV, analyste politique, et je crois que j'aurai à inviter les amis internautes à suivre la déclaration des anciens présidents Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo et également la conférence de presse, la quintessence de la conférence de presse effectuée par les anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir Bono Amoussou, Antoine Dikola Olé et Mathurin Kofi Nago. Je vous l'annonçais, nous sommes donc avec Distel Amoussou, donc invité sur cette émission, consultant média, analyste politique. Bonjour. Bonjour, très chère belle Nadège Diouan. Bonjour, chers amis, et bonjour, amis internautes. Avec vous, nous allons donc décrypter l'actualité des législatives et puis un observateur qui va nous rejoindre sur ce plateau pour nous dire un tout petit peu comment tout ça s'est passé, parlant évidemment des élections législatives au Bénin, puisque plusieurs observateurs étaient donc dans les bureaux de vote pour voir un peu comment ça se passait dans notre pays. Dorcas Gamagba, je me retourne vers vous pour qu'on parle de la Sénat. Oui, exactement. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé hier, mardi 30 avril 2019, à la proclamation des grandes tendances du scrutin du 28 avril 2019. C'était au siège de l'institution devant les hommes des médias nationaux et internationaux. Voici un extrait de la déclaration du président de la Commission, Emmanuel Tiendo. Je voudrais d'abord, au nom de la Sénat, vous remercier de votre patience et vous dire aussi notre reconnaissance pour votre engagement aux côtés de la Sénat tout au long du processus électoral qui a débuté depuis le mois de janvier. Ce processus s'est achevé le dimanche 28 avril dernier avec la tenue du scrutin en vue de l'élection des membres de la 8e législature de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Le moment est maintenant venu de vous livrer les résultats de nos délibérations concernant ce scrutin. Je voudrais rappeler que conformément aux dispositions du Code électoral, la Sénat ne donne que les grandes tendances du scrutin. Il revient à la Cour constitutionnelle d'en proclamer les résultats définitifs et de gérer le contentieux électoral. Nous aurions bien voulu donner ces grandes tendances un peu plus tôt, mais la loi nous oblige à recevoir des coordonnateurs d'arrondissement les procès-verbaux de compilation avant d'annoncer ces grandes tendances. Or, comme vous le savez,
les incidents survenus dans le centre de notre pays le jour du scrutin n'ont pas permis à nos coordonnateurs de vite se rendre au siège de la Sénat en raison de l'insécurité engendrée par ces incidents. À l'issue des travaux de compilation, des résultats qui nous sont parvenus et de la délibération de ce jour, 30 avril 2019, nous pouvons annoncer comme suit les grandes tendances des élections législatives du dimanche 28 avril 2019. Le dépouillement a été réalisé à 86%. Et le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99% avec les grandes tendances réparties comme suit. Union progressiste, UP, 645 214 voix pour 47 sièges probables. Bloc républicain, 502 411 voix pour 36 sièges probables. Il est à noter que dans 39 arrondissements, le vote n'a pu se tenir en raison d'un certain nombre d'incidents intervenus dans ces arrondissements. Mesdames et messieurs, au moment où s'achève ce scrutin, je voudrais adresser mes félicitations à tout le peuple béninois qui, malgré les incidents dont nous avons parlé et que nous déplorons tous, a montré dans sa globalité son attachement à la paix, à la cohésion nationale et à la stabilité politique de notre pays. L'histoire de toute nation est souvent jalonnée d'obstacles dont elle tire des leçons pour avancer sur le long chemin de sa construction et de son épanouissement. Je voudrais aussi avoir une profonde pensée pour tous nos agents électoraux qui ont accepté d'accomplir une mission républicaine dans des conditions souvent difficiles pour certains d'entre eux. Je songe particulièrement à ceux qui ont été victimes des incidents dans leur chair ou dans leur âme. À tous, j'adresse les sentiments de compassion et d'encouragement de la Sénat. J'exprime aussi les reconnaissances de la Sénat à l'endroit du gouvernement pour son accompagnement et son soutien logistique dans la mise en œuvre de ce processus électoral. À ces remerciements, j'associe les responsables et les agents des forces de sécurité et de défense qui n'ont ménagé aucun effort, parfois au péril de leur vie, pour assurer la sécurisation du scrutin et des hommes en charge de sa conduite. Je ne saurais oublier les organisations de la société civile pour leur veille citoyenne et leurs conseils avisés. À tous nos partenaires, je voudrais enfin dire notre gratitude pour leur soutien constant à la promotion de notre institution. Et pour terminer, j'adresse mes félicitations aux membres de la Sénat ainsi qu'à ses agents pour tous les sacrifices consentis en vue de relever les défis de cette élection qui a été une élection assez spéciale pour notre
institution. Je vous remercie. À l'instant, donc, Dorcas Kamangba nous proposait donc l'extrait d'Emmanuel Tiendo qui a procédé donc hier à la proclamation provisoire, évidemment, des grandes tendances liées au scrutin des élections législatives du 28 avril dernier. Distel Amoussou, premières impressions? Il faut dire que la Sénat, à longueur de scrutin, d'échéance, j'allais dire, la Sénat, donc, à longueur d'échéance, depuis plusieurs années, a étalé son expertise, son sens d'organisation. C'est une institution qui a gagné en expertise, en maturité et en automatisme. Et je crois que cette structure ne nous a pas déçus tout le temps. Et cette fois encore, elle a fait le job, comme vous le disiez tout à l'heure, elle a fait le job avec brio et maestria. Alors, Kader Achirou, vous avez également suivi donc, la proclamation. On peut dire que la Sénat suit plutôt bien le calendrier électoral qui a été concocté. La Sénat suit bien le calendrier électoral, mais il faut également faire observer que la Sénat restitue la volonté populaire exprimée dans les urnes. Et donc, nous ne pouvons que saluer ce travail magistral effectué par les membres de cette commission électorale nationale autonome. Nous espérons que les résultats ne seront pas véritablement contestés au niveau de la Cour constitutionnelle et que les différents recours qui sont adressés à cette Cour dans le cadre de ces élections, parce que, selon certaines informations, il y aurait eu certaines manigances effectuées par certains partis, par les ténors de certains partis politiques. Donc, il y aura des recours à adresser au niveau de la Cour constitutionnelle pour essayer de voir clair un peu plus dans ce qui a été effectué. Mais nous espérons qu'il n'y aura pas de véritable modification au niveau de cette institution, seul juge capable de trancher en matière de contentieux électoral. Et donc, les résultats fournis sont l'expression, comme je disais tout à l'heure, de la volonté des populations de vouloir en découdre avec les entreprises politiques, mais de pouvoir voter désormais pour des acteurs politiques qui sont membres d'une famille politique d'envergure nationale. Et donc, ils ont approuvé le changement qui leur a été proposé, le changement de paradigme, le changement de figure politique, le changement de stratégie politique. Et donc, la plupart des votes qui ont été effectués dimanche dernier puisent la légitimité de ce que les populations ont essayé d'apprécier, qui leur a été proposé. Elles ont essayé d'apprécier les différentes listes de candidatures et non peut-être les idéologies de ces partis politiques. Je crois que c'est ce qui a été effectué. Alors, Distel Amoussou, comment on peut analyser le faible taux de participation à ces élections-là? On a eu les grandes tendances avec la Sénat hier. Eh oui, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. On a vendu la terreur aux Béninois. On leur a vendu la peur. On les a menacés. On a brûlé leurs maisons. On a brûlé des édifices publics par endroits. Et tout ceci a jeté la psychose avant et pendant le scrutin sur le peuple. C'est déplorable, c'est dommage. Néanmoins, des Béninois courageux sont sortis pour aller exprimer leur vote. Ils étaient nombreux. La Sénat les a estimés à 22,94%, je crois. Alors, c'est déjà bien. C'est déjà l'expression de conviction. C'est déjà l'expression de l'engagement civique. C'est déjà le fruit, une partie du résultat, n'est-ce pas, du travail abattu par les partis politiques en lice. Il faut reconnaître que dans ce pays, nous avions les boutiques politiques, Kader les appelle entreprises politiques. Mais aujourd'hui, nous avons des partis politiques avec des fondamentaux clairs, précis, des déterminants affichés. Alors, chacun de ces partis politiques, en fonction du timing et du temps disponible, ont procédé à ce qu'on a appelé l'enrôlement. Heureusement, fort heureusement d'ailleurs, que ces militants qui ont été enrôlés dans ces partis politiques sont sortis pour aller voter.
Donc ils y ont trouvé un intérêt. Ils y ont trouvé un engagement, un contrat avec leur nouvelle formation politique. Donc ils sont sortis pour la plupart pour aller voter. Heureusement d'ailleurs pour nous, sinon le taux aurait pu être suffisamment plus faible. Plus faible. Voilà. Alors, allez-y, Kader Achirou. Oui, par rapport au faible taux de participation à ces élections, cela n'est que la résultante des actions antidémocratiques effectuées ou menées de main de maître par des acteurs politiques se revendiquant de l'opposition, en ce sens qu'ils ont eu à appeler les populations à ne pas sortir. Et dans la foulée également, il y a eu de manière parallèle des uns qui ont menacé de ce que ce jour-là, il y aurait des actions de vandalisme, il y aurait des actions où des citoyens pouvaient perdre leur vie au cours de cette journée. Et donc, dans cette psychose générale installée, il y a eu des populations qui ont voulu exprimer leur vote, mais qui, de peur de se voir peut-être prise en otage par une action de vandalisme ou peut-être prise en otage par une action de divorcés sociaux, ont voulu rester calmement chez eux. Autre cela également, je crois qu'il y a eu un faible taux parce que déjà en 2016, on a constaté qu'il y a eu un certain désintéressement des Béninois en ce qui concerne les questions de matière électorale parce qu'ils ont eu à constater que la plupart des acteurs politiques ne se servent que des élections pour légitimer je dirais, leur position. Et donc, dans ce cas de figure, on a constaté avec beaucoup d'amertume que les populations commencent à se désintéresser peu à peu. Et donc, avec les différents scénarios qu'on observe aujourd'hui, où Azanaï qui a combattu pendant de longues heures, Boniaï, on les retrouve les deux comme des copains, des coquins aujourd'hui. Et donc, dans cette caricature, dans ce théâtre politique qui effectue de part et d'autre, ceux qui étaient avec Boniaï hier, qui criaient ne votez pas Talon, sont les mêmes qui défendent Talon aujourd'hui. Il y en a qui ont perdu goût à la vie politique nationale, un petit coup à la politique au Bénin. Donc, ça fait partie de ceux qui n'ont pas eu à voter. Et donc, l'opposition a oublié qu'elle disposait également d'une âme forte, en ce sens qu'elle pouvait demander à ces populations d'aller voter, mais de faire l'expression de bulletin nul, ce qui serait similaire à ce que le choix ou les choix que vous nous proposez ne sont pas les choix que nous voulons. Nous ne nous retrouvons pas dans ces choix. Mais ils ont encore prouvé une fois encore leurs limites en matière de stratégie politique, mais leurs limites également en matière de réflexion profonde pour évaluer les exigences, peut-être projeter la prospective. Donc ce n'est pas le peuple fâché qui n'est pas sorti, d'après vous, Kader Achirou? Non, ce n'est pas le peuple fâché qui n'est pas sorti, mais c'est le peuple terrifié qui n'est pas sorti. C'est le peuple qui a été manipulé qui n'est pas sorti. C'est le peuple qui, à un moment donné, est déçu de ces acteurs politiques qui ont prouvé leurs limites déjà en 2016, en ce sens qu'ils n'ont pas été capables eux-mêmes de proposer en 2016 quelqu'un d'un acteur politique pour prendre la relève de Boniaï. C'est ce à quoi le peuple a constaté et s'est dit, ça veut dire qu'à chaque élection, on va nous parachuter des gourous peut-être qui sont peut-être nantis, qui ont de l'argent. C'est ceux-là qu'on va peut-être mettre sur la liste. Et vous avez vu cette triste, je dirais, déclaration de Maître Adéon Bouyé qui dit, nous on est à Cotonou, on est ici et on nous envoie les dossiers d'un peu partout. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc après avoir écouté tout cela, les populations se disent, c'est quoi tout cela? C'est quoi ce cafouillage? Il y en a qui ont dit, nous restons chez nous à cause de ça. Et il y en a d'autres qui sont sortis parce qu'ils approuvent le changement de paradigme, le changement de méthode où désormais il y aura plus un parti politique qui est circonscrit dans une circonscription électorale, mais un parti politique qui a une étendue nationale, nous y reviendrons certainement, qui est d'envergure nationale et qui propose de nouvelles personnes. Vous avez vu par exemple à l'Union progressiste où des gens comme Bruno Amoussou ont décidé désormais de laisser. Il a dit de son vote, nos enfants ont grandi. Alors, Dorcas Gamagba, nous allons revenir donc sur les attributions de la Sénat. Quel est le rôle que joue effectivement cette institution dans le processus des élections législatives au Bénin? Oui, nous verrons le rôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il faut savoir que c'est un organe administratif chargé d'organiser et de superviser les élections. Elle a été créée pour renforcer le processus démocratique amorcé au Bénin depuis 1990. Dans le cadre des élections législatives et conformément au code électoral, la Sénat est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats. La Sénat est chargée de l'élaboration des documents, actes, procédures devant assurer la régularité, la sécurité et la transparence des scrutins. Elle prend en charge la formation des agents électoraux et informe les citoyens sur le contenu du code électoral.
La Sénat est chargée de la commande et du déploiement du matériel électoral dans les bulletins de vote. Elle assure également la répartition du dit matériel dans les centres de vote. Elle s'occupe de l'enregistrement des candidatures, de leur publication et de l'étude des dossiers de candidature. La Sénat nomme également les représentants de la majorité et de l'opposition parlementaire dans les postes de vote après leur désignation par l'Assemblée nationale. La Sénat a établi la liste des observateurs internationaux à inviter, établit le code des observateurs et leur procure les documents d'identification nécessaires. Pour finir, la Sénat est chargée de la publication des grandes tendances et des résultats provisoires. Merci à vous, Dorcas Gamagba, qui on faisait un tour avec elle dans le monde de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour voir un tout petit peu le rôle que l'institution joue donc dans les élections, dans le processus des élections législatives. Et justement, à un niveau, elle a parlé des observateurs nationaux et internationaux dans ce processus-là. Nous allons justement recevoir un observateur sur ce plateau. Nous allons remercier Dorcas Gamagba pour tout ça. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Et nous allons donc recevoir l'observateur. Comme je vous l'annonçais il y a un instant, juste donc après Dorcas Gamagba, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un observateur qui va se présenter. Bonjour. Bonjour madame. Je suis M. Jean-Marie Ngondi Bangampé. Je suis de nationalité camerounaise, doyen des observateurs internationaux. Et vous avez suivi un tout petit peu l'ambiance dans laquelle a eu lieu ces élections au Bénin. Vous avez justement fait une déclaration hier. Est-ce qu'on peut dire que tout s'est quand même bien passé? Globalement, tout s'est bien passé, mais vous savez, l'œuvre humaine ne peut jamais être parfaite, parce que l'homme déjà lui-même n'est pas parfait, combien de fois dans ses œuvres. Mais nous pouvons quand même dire que tous les bureaux de vote que nous avons pu visiter, que ce soit à Lokossa, que ce soit à Bomé, que ce soit à Ouida, à Parakou, ici à Cotonou et à Porto Novo, et vu aussi les échanges fructueux que nous avons eus avec beaucoup d'autres groupes d'observateurs, je veux citer au NPE et d'autres organisations de la société civile, dans l'ensemble, honnêtement, tout s'est bien passé, sauf qu'il y a eu des échauffourées à Parakou, à Save et d'autres localités que je ne voudrais pas écorcher le nom ici. Bon, voilà tout ce que nous pouvons dire, mais en passant, nous allons saluer la maturité politique du peuple béninois et surtout la maturité dans l'ensemble des candidats et le peuple béninois qui n'a pas cédé complètement à la violence. C'est tout ce que nous pouvons dire jusqu'à présent. Merci à vous, Distella Moussou. Vous allez à présent nous dire, on parle de la Sénat toujours avec cette petite crise que l'institution a connue à un moment donné, à un moment du processus des élections législatives. Oui, il faudrait déjà me permettre de saluer le travail professionnel abattu par les amis observateurs qui sont partis pris avec un professionnalisme avéré, une organisation observée sur le terrain et une coordination magistrale. Et saluer aussi ou les remercier pour la franchise de leur rendu, la vérité de leur rendu et la réalité de leur rendu. C'est à l'honneur de l'Afrique, c'est à l'honneur du Bénin. Lorsqu'on observe on fait une analyse situationnelle et géographique des zones où il y a eu crime contre le scrutin. Crime contre le scrutin, oui, il faut le dire ainsi. Oui, crime, il faut le dire ainsi, contre le scrutin. Et lorsqu'on est habitué au puzzle et qu'on s'est approprié les discours antérieurs de certaines personnalités ou connues, on peut déjà saluer le courage, comme le fait l'observateur,
de ce peuple qui n'a pas cédé complètement à la terreur. C'est à l'image de la démocratie béninoise, c'est à l'honneur de notre démocratie et de l'état de droit que nous sommes en train de construire. Et dire aussi que ces citoyens qui sont sortis nombreux, 22,94% je crois, si je retiens exactement le chiffre de la Sénat, dans ses estimations, c'est une caution que le peuple donne aux réformes du système, à la réforme du système partisan dans notre pays. Et lorsque le peuple a parlé, Dieu a parlé. Le processus, pour moi, le processus démocratique béninois est en train de se bonifier. La démocratie béninoise grandit en maturité. Oui, par moments, elle fera ses crises de bonification, ces crises de croissance. Et c'est cela qu'il faudrait retenir. Retenir aussi que le Bénin reste le laboratoire de la démocratie dans notre pays, parce que n'oublions pas d'où nous venons, de plus de 250 partis politiques. Aujourd'hui, seulement deux partis nationaux sont en lice. Hier, c'était 250 clubs électoraux, boutiques ou entreprises politiques. Ça veut dire que la réforme a reçu l'assentiment des Béninois. Il y a eu des humeurs, il y a eu des fâcheries, des intérêts ont été brisés. Ça a suscité des réactions. Des réactions assez légitimes. Donc, prions que le temps nous soit notre complice et que les éléments de langage soient trouvés dans des timings appropriés pour convaincre d'autres à faire l'effort de se séparer de leurs intérêts particuliers égoïstes. Et pour l'intérêt de la nation, allez-y. La Sénat est une structure composée d'hommes. Je fais mienne l'image du grand ami observateur qui dit aucune œuvre humaine n'est perfectible, l'homme même n'étant pas perfectible. La Sénat, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, sur plusieurs scrutins déjà, plusieurs échéances électorales déjà, nous a exprimé en face de l'opinion nationale et internationale son expertise. Jamais elle ne s'est éloignée complètement de son cahier de charge. Et cette fois encore, elle a confirmé. Elle a confirmé. Oui, lorsque vous êtes fils d'un président de parti politique et que vous vous retrouvez dans une structure fêtière chargée de l'organisation de scrutin et il en arrive par la force des choses que le parti de votre père ne puisse franchir les barrières légales. Humainement, vous êtes tenté. La tentation est forte. C'est en cela que notre frère Freddy Mbedi a certainement, à un moment donné du processus, chuté. Mais c'est humain, moi je comprends, c'est humain. Il n'a pas certainement eu la force de caractère nécessaire pour dire, vous m'avez envoyé, vous m'avez nommé, eh bien je ne vous connais plus. C'est pas facile. Il n'a pas pu renier son père, il n'a pas pu renier la boutique politique de son père. Sa famille, on va le dire ici. Enfin, de sa famille. Kader Achiro. Non, je crois qu'en ce qui concerne la Commission électorale nationale autonome, les uns et les autres ont eu à oublier que cette Commission électorale nationale autonome sur laquelle ils jettent aujourd'hui de l'opprobre, c'est cette commission électorale qui a été installée par les hommes de Boniaï. Et c'est cette même commission électorale qui a permis, installée par Boniaï, qui a permis l'élection de Patrice Talon. Donc je crois que depuis toujours,
cette commission électorale ou cette mandature installée, présidée par Emmanuel Tiondo, a toujours prouvé sa neutralité dans le processus. On ne va pas quand même demander à la Sénat de valider des listes où il y a eu des doublons. On ne va pas quand même demander à la Sénat de valider des listes où il y avait des pièces qui manquaient. Je crois que c'est une aberration. C'est vrai qu'il y a eu ce feuilleton qu'on a qualifié de faute mineure, faute majeure de part et d'autre. Encore que, étant présent ce jour à cette conférence de presse, on n'a pas parlé de faute mineure ni de faute majeure, on a parlé d'erreurs qu'on pourrait qualifier de mineures. On n'a pas parlé de faute mineure et de faute grave. Mais tout de suite... Kader, est-ce que vous permettez là-dessus, je dis c'est une fausse note. On ne peut pas être président d'une institution aussi sensible et organiser une conférence de presse. Une conférence de presse s'organise. Et la Sénat est dotée d'expertise en la matière. Je reconnais la présence du confrère directeur de la communication de cette structure. Je ne sais pas si c'est le bon titre que je donne ou la bonne dénomination que je donne. Je veux parler de Georges. Trouvez-moi son nom. Georges Ochéré. Georges Ochéré, qui est d'une expertise avérée en matière de communication. D'accord? On ne peut pas. La boue venir comme ça sans qu'il maîtrise forcément. On ne peut pas organiser une conférence de presse étant en train d'organiser un scrutin aussi sensible où nous devrions nous départir de nos automatismes. Nous devrions laisser beaucoup de pratiques où les lois étaient déjà querellées. La charte des partis politiques, le code électoral était déjà querellé. Où des partis, des formations politiques, elles étaient une dizaine, n'ont pas pu franchir la dernière limite. On ne peut pas vouloir faire une conférence de presse, c'est-à-dire parler à l'opinion nationale et internationale et se permettre ce genre d'erreurs monumentales. Ce n'est pas parce qu'on est président d'institutions qu'on connaît tout, qu'on dit tout. Les confrères ou les collègues qui sont chargés de la communication de la Sénat devraient être fermes là-dessus. Tout ce qui devrait sortir de la bouche du président de la Sénat devrait être rédigé. Et lorsqu'il finit sa lecture, il se lève, il s'en va. On n'admet pas... Il fait ses commentaires au bureau. On n'admet pas d'improvisation à ce niveau de responsabilité. Surtout avec un scrutin aussi sensible. Je blâme mes collègues. Je blâme le président de la Sénat sur ce coup. Ça a failli donner de la matière aux mécontents. Bien sûr. Donner de la matière aux mécontents et ces mécontentements qui se sont rendus encore plus visibles le jour du scrutin. Je tiens à faire observer que les différentes communes dans lesquelles on a eu ces résistances sont des fiefs des forces Coripo et Bénin émergents. Vous parlez de Tchaoro, de Parakou, de Savé et de Banter. C'est des communes dans lesquelles on sait que quand on parle de Boniaï, on parle de Komikouché. Ce sont des fiefs dans lesquels, même si les nouveaux partis politiques créés ont quand même une emprise, ces fiefs quand même ont quand même une étendue assez large ou une adhésion assez large des forces Coripo. C'est en cela que je parlais d'études situationnelles. Le plateau, on n'a pas Non, c'est dans cela que je parlais d'études situationnelles géographiques des crimes contre le scrutin. Je ne voulais pas prendre la responsabilité de citer ou de stigmatiser les formations politiques sur votre plateau, mais puisque vous le faites... On ne le fait pas encore, allez-y. Je vais en profiter pour dire et dénoncer avec véhémence l'enchaînement des faits. Lorsque, quelques années plus tôt, vous menacez d'amener les vôtres, je cite, je vais amener les miens, vous êtes petit, fin de citation. Vous connaissez de qui est cette citation? Comme vous l'avez dit, c'est peut-être une faute aussi communicationnelle. On n'a pas su gérer le président en son temps pour que tout ne sorte pas. Lorsqu'on effectue une visite privée à un prédécesseur, à son domicile, notamment Nicéphore Soglo, en présence
du ministre René Koupaki, de Galiou Soglo, ministre du gouvernement à l'époque, de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Liadi Vinagnon Soglo, et qu'en face de la doyenne d'âge des députés, Rosine Vieira Soglo, on menace 4 fois de cogner les députés pour enfoncer le clou par la suite et dire je vais mettre ce pays à feu et à sang. Lorsqu'on a dit ça, lorsqu'on est allé à l'université d'Abomey-Calavi dire je vais verser mon sang pour ce pays, j'ai comme l'impression qu'on s'illustre en chantre de la violence et de la terreur. On va y revenir, dit Stella. Mais ça dérange, j'en ai fini. Ça dérange profondément lorsqu'on s'appelle Poumi Yahi, ancien président de la République. Et Kader fait bien, je parlais de Pesol, Kader fait bien de déplacer à juste titre les pions, une partie de Parakou, Tchao, Panté, Savet, Fief de FCBE. Le peuple courageux peut-être. Qui déifie. Non. C'est des sujets. Mieux, ce ne sont même pas les militants, parce que nous investiguons. Ce ne sont pas des militants FCBE qui sont auteurs de ces violences animales. C'est des gens qui ont été achetés, des mercenaires. Les thèmes mercenaires. C'est des mercenaires. Est-ce qu'on les agit pas sur le thème au Bénin depuis quelques jours? C'est des mercenaires qu'on a recrutés, à qui on a remis des armes pour aller attaquer de paisibles citoyens. Et par la suite, on les a repliés au Nigeria. Oui, ces mercenaires ont eu des guides au sein du parti que vous citez. Ces guides, on va revenir. On demande aujourd'hui à ces guides. Je rappelle que ce que dit sur le plateau langage que lui dit Stella Moussou. Tout à fait. D'accord, pour nous protéger un tout petit peu. Merci. Kader, est-ce que vous allez y aller rapidement? Parce que vous donnez beaucoup de l'eau au moulin de Stella Moussou. Je crois que je ne vais pas faire une stigmatisation sur le parti Foscori pour un Bénin émergent, mais je crois que quand on parle aujourd'hui de l'opposition, c'est la seule entité politique qui, même si légalement cela n'est pas encore établi, mais c'est la seule entité politique qui a véritablement une emprise nationale et qui peut répondre aux exigences des législations en vigueur actuelle. Vous ne me direz pas que, je dirais, Restaurer l'espoir est véritablement ancré sur le territoire national. Alors, ne l'entendra pas de cette oreille-là. Non, je crois que c'est le seul parti politique, à mon avis, qui paraît qui ratisse l'âge dans tout le pays. Et qui, malgré les différentes tempêtes qu'il a connues, reste toujours debout avec, je dirais, des anciens ministres, des anciens députés qui sont acquis à la cause et aux idéaux de ce parti politique. Je tiens aussi à faire observer que quand aujourd'hui on parle du scrutin du dimanche dernier et que je lis dans la presse internationale qu'il y a eu une élection exclusive, je crois que c'est une aberration parce qu'il n'y a pas eu une législation qui a été votée pour exclure des gens. C'est une loi qui a été votée et il y a eu des exigences. Qui a été votée par les Béninois, par le Parlement. Par des députés qui ont reçu des perdièmes. Bien des sûr. députés de la minorité parlementaire également. Qui ont participé au séminaire. Ils ont reçu des perdièmes. Qui ont fait des observations. Ils ont fait effectué des observations qui ont été prises en compte. Soit n'ont pas été prises en compte de part et d'autre. L'honorable Valentin Djenoté a été président de commission. Ils ont effectué des observations qui ont été prises en compte par endroit. D'autres n'ont pas été prises en compte. Ils ont pris les perdièmes liés à ces séminaires. Et au jour du vote, on les a vus commencer par estimer que ce sont des législations qui veulent être votées pour exclure une classe de l'opposition, alors que l'essence de cette législation a été approuvée par tous les acteurs politiques depuis l'échec de 2016 où ils ont constaté que les acteurs politiques sont en train de mourir peu à peu. Et donc à ce niveau donné, ils ont été incapables au niveau de l'opposition de se mettre ensemble pour pondre une seule liste. Et vous avez vu
que lorsqu'il s'est agi du projet d'élaboration d'une liste unique au niveau de l'opposition, encore qu'à ce moment donné, même s'ils arrivaient à élaborer cette liste, elle serait rejetée parce qu'il ne s'agissait pas d'élaborer une liste ensemble comme il s'agissait d'une alliance politique. Non, il faudrait qu'en ce moment donné, FCBE disparaisse, USL disparaisse, Restaurer l'Espoir disparaisse et viennent maintenant avec un nouveau parti politique, avec peut-être un bureau politique et une conférence de président. Ce qu'ils ont été incapables de faire parce que d'une part, il y avait, je dirais, le pouvoir politique était ailleurs, le pouvoir financier était ailleurs et la stratégie était ailleurs. Et donc, les trois dispersés, ils ne pouvaient pas converger les trois pour véritablement fusionner le parti. Quand je parle de pouvoir financier, vous suivez mon regard, vous savez bien de qui je parle. Le pouvoir politique, vous savez d'où il vient. Et la stratégie politique, ça venait de quelque part. Et donc, ils étaient incapables de pouvoir converger, de mettre de côté les égos et les logos pour pouvoir pondre ce projet politique. Et donc, dans cette mesure, ils étaient incapables de le faire. Vous avez vu qu'au niveau de la Sénat, il n'y avait eu qu'une seule formation politique au niveau de l'opposition qui a été capable de verser les 249 millions de francs CFA. Il ne s'agit pas de 24 millions, il ne s'agit pas de 8 millions, il s'agit de 249 millions de francs CFA, soit le quart du milliard. Vous avez vu que le montant étant vraiment, les critères étant véritablement corsés, ils étaient incapables de le faire. Et ils étaient incapables aussi, parce que je pense que si véritablement tous ceux qui sont réunis au sein de cette formation politique avaient un amour profond pour leur formation politique, ils seraient en mesure de cotiser 1,5 million, ce qui fait 3 millions par candidature. Fois les 83, ils seront en mesure de poser ces 249 millions pour se présenter à la Sénat, quitte à ce que espérer, je dirais, le miracle. Je finirai par, je dirais, les allégations qui sont effectuées de part et d'autre contre cette Sénat, où on voit le PRD qui monte au chrono de part et d'autre, alors qu'il oublie qu'il y a également un parti comme l'UDBN qui a été recalé, mais qui ne s'agit pas autant. Il y a également d'autres formations politiques comme... Vous n'allez pas comparer l'UDBN au PRD. Nous n'allons pas comparer le PRD à l'UDBN, mais je tiens à vous faire observer, Nadine Dion, que le PRD a été un des partis politiques qui a approuvé cette charte des partis politiques, et qu'au moment où cette charte des partis politiques était votée, c'était parti pour qu'il y ait 3 partis politiques qui allaient se créer autour des actions de chef d'État, et que ce PRD là devait être un parti d'envergure nationale. Et avec l'avènement des choses, avec la situation politique, on a décidé que le PRD rejoigne Dynamique Unitaire. C'est là où le PRD a commencé par, je dirais, exprimer ses mécontentements. Et donc, il faut faire avancer aux populations que il ne doit pas être constamment question que c'est quand les acteurs politiques n'auront pas pour leur intérêt qu'ils vont commencer par exprimer leur amertume face à un projet que eux-mêmes ils ont voulu, et que en 2015, Maître Adrien Ngwedi, lorsqu'il prenait les rênes de la présidence de l'Assemblée nationale, avait exprimé que notre système partisan est malade et qu'il est un impératif de revoir les choses, de changer les paradigmes pour que l'émiettement... Il faut rajouter que c'est Maître Adrien Ngwedi qui est l'auteur du code électoral et de la charte des partis. Merci. Ça, les Béninois ne le savaient pas. Oui, le rappel. Merci pour le rappel d'Estelle Amossou. Nous allons retrouver maintenant Anita Marcos sur le plateau. C'est vrai que maintenant les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle parce que la Sénat a déjà quand même fait son job jusqu'à un certain pourcentage. Les regards donc sont tournés vers la Cour constitutionnelle. On va rappeler le rôle de l'institution dans les élections dans notre pays. Effectivement, Nadège, il est important de rappeler le rôle crucial de la Cour constitutionnelle dans le processus électoral béninois. Au Bénin, l'instauration de l'état de droit est une exigence constitutionnelle qui occupe une place de choix dans le préambule de la Constitution. Le corollaire de cette exigence étant la tenue régulière d'élections libres, transparentes et sincères. La Constitution du Bénin en ses articles 4, 49, 81 et 117 donne compétence à la Cour constitutionnelle pour veiller à la régularité et à la validité des élections législatives, présidentielles et du référendum pour en proclamer les résultats et pour statuer sur toute contestation. Dans le respect des dispositions constitutionnelles suscitées, la loi organique sur la Cour constitutionnelle et les lois électorales confient à la dite Cour le contrôle de la régularité des élections législatives, présidentielles et du référendum depuis les opérations préalables, à commencer par l'établissement de la liste électorale, la présentation des candidatures, l'organisation de la campagne électorale jusqu'aux conditions de déroulement du scrutin et la contestation de l'élection d'un élu. En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature ou en cas de contestation, les partis ou alliances de partis peuvent se pourvoir devant la Cour constitutionnelle qui statue dans le délai de 8 jours, article
361 du Code électoral. Par ailleurs, le rejet d'une liste de candidatures peut faire l'objet d'un recours en cas de rejet d'une liste de candidatures est de 48 heures à partir de la réception de la notification, selon l'article 46 du Code électoral. La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans un délai de 5 jours. En clair, la Cour constitutionnelle accomplit des missions spécifiques dans le processus des élections législatives et présidentielles. En effet, selon l'article 117 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille donc à la régularité de l'élection, à la régularité des élections plutôt, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin qu'elle aurait validé. Voilà l'adage rôle que joue la Cour constitutionnelle dans le processus électoral. Et justement, donc, les agents de cette Cour constitutionnelle, le personnel assermenté, tout le monde est à pied d'œuvre pour qu'on puisse avoir donc les résultats en temps réel. Effectivement, et ça a commencé déjà parce que depuis justement la publication des grandes tendances hier par la Sénat, je pense que tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui se fera justement, je pense, le devoir et le plaisir de nous situer définitivement. Est-ce qu'avec vous, on peut faire un tour dans l'institution? Allons-y, faisons un tour à la Cour constitutionnelle. Après la proclamation des grandes tendances des résultats issus de l'élection législative du dimanche 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome Sénat hier mardi, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui, selon le Code électoral, statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. En attendant donc la publication de la date de proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle, suivant Gilles Badet, il est secrétaire général de la Cour constitutionnelle pour toutes les précisions. La Cour va faire un communiqué sur la date de proclamation des résultats. À l'étape d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il est difficile de se prononcer. Certes, nous avons déjà reçu les 4/5 des cantines en provenance de la Sénat. Mais tant que nous n'avons pas reçu la dernière cantine, il serait imprudent de vous donner une date. L'essentiel est de savoir qu'à partir du moment où nous allons recevoir la dernière cantine, nous avons 72 heures à partir de cet instant pour proclamer les résultats. En général, les autres fois, ça s'est passé dans la semaine. Nous espérons que la même chose va se passer cette fois-ci, mais on ne saurait encore vous donner une date précise. Il y aura un communiqué officiel de la Cour qui vous invitera à cette proclamation des résultats. Il faut retenir que la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Et il faut aussi retenir qu'une circonscription électorale, c'est plusieurs communes, donc plusieurs arrondissements, donc plusieurs villages, donc plusieurs centres de vote, donc plusieurs postes de vote. Bon, vous pouvez tirer vos conclusions par rapport à ces différents constats. Nous avons 24 circonscriptions. Chaque département du Bénin est divisé en 2 circonscriptions. Les circonscriptions sont composées de plusieurs communes et les communes sont composées de plusieurs arrondissements. Les arrondissements sont composés de plusieurs quartiers ou villages. Les villages sont composés de plusieurs centres de vote et les centres de vote sont composés de plusieurs postes de vote. La Cour va prendre tous ces éléments pour dire en réalité ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Nous vous invitons à présent à revivre l'ambiance qui régnait dans les grandes salles de la Cour constitutionnelle après réception des cantines de la Sénat. Personnel assermenté de la Cour constitutionnelle, juges et autres agents sont à pied d'œuvre justement pour que les résultats tiennent dans le bon délai. Alors cette étape que vous voyez plein de cantines derrière vous, c'est la toute première étape du traitement par la Cour constitutionnelle des résultats des élections. Les cantines que vous voyez nous proviennent de la Sénat. La loi impose d'envoyer les plis électoraux aussi bien à la Sénat qu'à la Cour constitutionnelle. Tous les plis sont convoyés vers la Sénat et il appartient à la Sénat en relation avec nous de converger vers nous les plis qui nous sont adressés. Dans les cantines, comme vous voyez, nous avons au minimum 546 cantines, puisque les cantines sont faites par arrondissement. Mais comme il y a certains arrondissements qui sont importants, il y a plus d'une cantine dans certains arrondissements. Donc, quand la Sénat arrive ici, les camions de la Sénat acheminent vers nous toutes les cantines avec tous les plis électoraux de l'ensemble du territoire national. Donc c'est à cette étape que nous sommes. Nous avons une administration bien mise en place qui réceptionne, qui contrôle. On ouvre, on vérifie si tous les plis annoncés sont là et il y a des charges et tout. Et à partir de là, on fait des plis ici qu'on adresse maintenant vers la salle d'ouverture des plis qui est un peu plus haut que nous allons voir tout à l'heure. Par la nature,
Ici, nous sommes à la salle d'ouverture des plis. Tout à l'heure, vous avez vu la salle des cantines. Lorsque les plis sont vérifiés là-bas et qu'on sait quels sont les plis qui sont arrivés effectivement de la Sénat, ces plis sont convoyés vers cette salle. Dans cette salle, vous avez le plus grand effectif des agents de la Cour constitutionnelle qui sont là, qui réceptionnent les différents plis qui arrivent, qui les enregistrent, qui ouvrent les plis et qui les classent dans un ordre donné pour permettre de faire le travail principal de la Cour, qui est le travail de vérification, qu'on appelle ici le travail de dépouillement. Donc quand les plis sont ouverts, on les classe, PV de déroulement du scrutin, PV de dépouillement, PV, les cahiers de dérogation et les bulletins nuls. Tout cela est rangé dans un ordre donné pour faciliter le travail de dépouillement qui est fait par les conseillers et ceux qui les assistent. Donc ici, c'est la salle de dépouillement. Il y a plusieurs équipes qui sont supervisées et il y a une coordination générale qui se trouve ici. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort ici est enregistré avec beaucoup de précision. Et les gens n'entrent pas ici sans avoir laissé tout, y compris téléphone, sac et tout ça. Et ils ressortent comme ils sont rentrés pour assurer la fiabilité et la tranquillité de ce processus. Donc après ici, ça converge vers la salle de dépouillement que nous allons voir tout à l'heure. Tu n'es pas, mais je t'aime encore mieux. Tu nous as laissé un héritage. Avons-nous tous le devoir de te conserver dans la fraternité, justice, travail. Ici, c'est la salle de dépouillement. Dans cette salle, c'est la salle des conseillers. Ce sont les conseillers de la Cour constitutionnelle qui sont ici. Compte tenu de la masse de travail, les conseillers se font assister par les rapporteurs adjoints qui ont été prévus par la loi organique, qui sont des professeurs d'université ou des juges à la Cour suprême, qui viennent compléter la composition de la Cour pendant la période de gestion des résultats. Les secrétaires généraux, c'est-à-dire le secrétaire général et ses deux adjointes, ainsi que les assistants juridiques qui ont également prêté serment, viennent compléter l'effectif. Qu'est-ce qui se passe ici? Les plis qui sont ouverts, on procède à la vérification et à la validation de ces plis-là. C'est-à-dire, on prend les PV de dépouillement et on vérifie si les chiffres concordent. Il faut regarder si par rapport au nombre de votants, au nombre de dérogations annoncées, ça donne le nombre de votants qu'il fallait. Est-ce que lorsqu'on retire de ce nombre de votants le nombre de bulletins nuls, ça donne le nombre d'émargements de suffrages exprimés? Est-ce que ce suffrage exprimé est réparti? Est-ce que l'addition des chiffres entre les deux parties correspond au suffrage valablement exprimé? Est-ce que les bulletins qui sont déclarés nuls devraient être vraiment considérés comme nuls au regard de la loi? Ou faut-il redresser en redonnant le bulletin arbitrairement arraché à une liste, à cette liste-là? Et ça permet de faire un certain nombre de corrections. Lorsqu'on constate que les chiffres ne sont pas cohérents, on recherche où se trouve l'erreur et on procède à la correction sur les feuilles et on met une nouvelle fiche validée par la Cour sur les documents qui vont être envoyés à la salle de traitement informatique. Et ce sont les chiffres corrigés ou validés par la Cour qui sont intégrés dans les ordinateurs au niveau des prestataires informatiques pour donner les résultats. Ici, nous nous trouvons à la salle informatique. Comme je vous disais tout à l'heure, la salle de dépouillement. Les vérifications sont faites au niveau de la salle de dépouillement et les corrections éventuelles liées aux anomalies qui sont constatées sont relevées par toutes les personnes assermentées qui se trouvent dans la salle de dépouillement. Et ici aussi, vous avez des personnes qui ont toutes prêté serment, qui sont des personnes assermentées et qui vont introduire dans les ordinateurs les chiffres tels qu'ils arrivent de la salle de dépouillement. Soit
en confirmation de ce qui est arrivé de la Sénat, soit avec des rectifications mentionnées, signées par le conseiller ou l'assistance juridique qui l'a fait. Donc ici, on intègre un certain nombre d'informations. Ils ont des informations qui sont déjà pré-intégrées. Donc ils vont intégrer votants, émargement, dérogation, bulletin nul et les voix réparties à chacun des candidats. Et c'est à l'issue de tout ce travail qu'ils vont imprimer des résultats. Comme ils sont 2, nous allons comparer leurs résultats. Si les résultats sont conformes, c'est que tout va bien a priori, donc on peut avancer. S'il y a problème, on a un dispositif mis en place pour vérifier là où il y a problème, retourner vers les documents et corriger le problème de façon à ce que les chiffres soient corrects, afin qu'on puisse en saisir pour faire l'attribution des sièges. Le logiciel prépare déjà cette attribution des sièges. Ça permet à la Cour de statuer et de faire la proclamation des résultats. Merci à vous, Anita Marcos. Avec vous, nous avons donc fait un tour à la Cour constitutionnelle, l'institution vers laquelle tous les regards sont désormais tournés, la dernière institution, parce que lorsqu'elle va proclamer les résultats définitifs, nous avons un délai de 10 jours. Et puis après, on pourrait passer à l'installation donc des 83 députés qui sont en train d'être connus, qui sont déjà connus finalement, dit Stella Moussou. Oui, sauf cataclysme ou sauf annulation. Ou revirement de dernière minute. Ou animation de forte, n'est-ce pas, expression de vote. Ou alors, décision de députés qui ne veulent plus siéger et laisser leur place à d'autres, à leur suppléance. Et ça aussi pourrait participer d'une décision politique, n'est-ce pas? Il faut dire que la Cour constitutionnelle, depuis 1990, n'est-ce pas, a instauré une rigueur, une organisation qui, n'est-ce pas, oui, à des moments donnés, n'apporte pas l'assentiment de tout le monde. On a eu dit dans ce pays, la Cour est pirate. Donc les contestations et tout peuvent surgir, peuvent continuer à surgir, parce qu'il faut observer même au niveau des 2 blocs qu'on taxe aujourd'hui de rejetons du président de la République ou de bloc généré par le président de la République. Le combat a été très dur et très serré. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont quand même ensemble maintenant. Et entre eux, et même sur le terrain pendant la campagne, nous qui avions eu cette chance de les observer, ça n'a pas été un match amical du tout. D'ailleurs, vous regardez le score, il y a une prédominance du social sur le libéral, simplement parce que nous sommes un pays qui sort de la révolution, de la période révolutionnaire, où nous avons chanté Karl Marx et Lénine. Nous sommes des socialistes, par essence. On l'a inculqué. Aujourd'hui, quand on nous apporte le libéralisme, on est un peu craintif parce que nous ne payons pas nos impôts. D'accord. Et puis, il faut aussi reconnaître que, je crois, c'est l'UP, l'Union progressiste, oui, bien sûr. Les socialistes. Et ils ont commencé le travail très tôt. C'est eux, en fait, c'était l'ancien parti Union fait la Nation. Union fait la Nation, l'Alliance Union fait la Nation. Voilà, présidé par Bruno Amoussou, qui est un vieux briscard de la politique, qui a commencé, qui, pendant que tous les autres faisaient leur tintamarre, se concentraient sur ses objectifs. Il a réussi. Il peut maintenant dire mission accomplie. Et même le fort taux de participation est venu de leur côté, soit dit en passant, de leur localité. Vous comprenez, alors, donc, oui. Allez-y, Kader, on est presque à la fin de l'émission, donc on va revenir après sur les propos des anciens chefs d'État et des anciens présidents des institutions. On fera nos commentaires et on va boucler l'émission. Donc, j'en aurais fini lorsque j'aurais dit que le président Djambenou, Joseph et les siens vont recevoir encore un peu de Pierre. Pierre du côté de la Cour a le droit à ses lâches. Oui. Il reste que c'est notre fétiche et évitons de le lapider à chaque fois qu'on en a l'occasion. Justement, je poursuis dans cette dynamique de Stella Moussou, de ce que il faut qu'on arrête de décrédibiliser nos institutions, parce que quand on est un acteur politique et qu'un jour on aspire à diriger le pays,
vous héritez des institutions dans l'image, dans la posture dans laquelle vous avez eu à vendre ces institutions. Si vous appelez les populations à contester les résultats proclamés par la Sénat, si vous appelez les populations à remettre en cause la légitimité de la Cour constitutionnelle, donc souffrez que lorsque le jour, vous aussi, vous serez un jour aux manettes, vous serez peut-être porté au pinacle, qu'un jour, vos adversaires politiques instrumentalisent également cette arme pour vous abattre et pour peut-être écourter votre mandat. Donc je tiens à préciser aux différents acteurs politiques qui sont pour le moment minoritaires, déçus et frustrés de la gouvernance actuelle, à rester calme, à ne pas jeter l'opprobre sur ces fétiches que nous avons et attendre leur tour. Je crois que la meilleure qualité du démocrate, c'est de savoir attendre son tour et d'être patient et d'accepter, je dirais bien, la dictature de la majorité, parce que un jour, les minoritaires aussi pourront être majoritaires. Et pourront aussi s'exprimer librement. Maintenant, nous allons, comme je l'annonçais, suivre les propos des anciens chefs d'État avec vous. Tout à fait. Il faut noter qu'au lendemain du scrutin législatif qui s'est tenu le dimanche 28 avril 2019, le lundi 29 avril 2019, les anciens chefs d'État, à savoir Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, ont tenu un point de presse qui s'est mué en conférence de presse animée conjointement avec la doyenne d'âge Rosine Vieira Soglo, épouse de Nicéphore Dieudonné Soglo, en compagnie de candidat Maria Zanaï et d'autres ténors de l'opposition. Ils se sont exprimés face à ces élections et eux, ils ont estimé qu'il y avait eu 96% de taux de non-participation de ces élections. Au lendemain de cette conférence de presse tenue par ces anciens présidents de la République du Bénin, à savoir Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, au lendemain de cette conférence de presse, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir Bruno Amoussou, Mathurin Kofi Nago et Antoine Nicolas Olé, se sont montés au créneau pour commenter un peu les différents agissements les différentes postures qu'ont eu à tenir les anciens présidents de la République dans le processus électoral actuel. Je vous invite à suivre un extrait de leur porte-parole, le président Bruno Amoussou. Après avoir remis en cause le consensus politique trouvé au sein de l'Assemblée nationale, nos deux chefs d'État se sont lancés dans des invectives, dans des déclarations et dans des comportements qui ne nous paraissent pas convenir à leur statut d'ancien chef d'État. Ils se sont engagés dans un combat qui, en utilisant des armes qui ne nous paraissent pas conformes à leur statut d'anciens responsables d'institutions. Nous-mêmes, si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire, c'est parce que nous considérons que les fonctions que l'État, le peuple béninois, que nous avons pu occuper, les responsabilités que nous avons pu assumer, nous imposent quelques réserves, nous imposent quelques sagesses auxquelles nous devons nous tenir. D'ailleurs, les anciens chefs d'État à la conférence nationale avaient tracé le chemin et tracé la voie. C'est eux qui, par leur intermédiation, par leur implication dans les discussions, c'est eux qui avaient facilité la conclusion pacifique des travaux de la conférence nationale. Donc, nous avons une balise, nous avons des exemples, nous avons quelque chose à perpétuer. Et nous nous efforçons, nous autres, en tant qu'anciens présidents d'institutions, l'Assemblée nationale, de nous en tenir à ça. Et nous avons souhaité qu'il en soit de même pour les anciens présidents de la République. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Et bien sûr, la situation actuelle à laquelle nous sommes parvenus est celle qui était recherchée depuis le début. Elle consiste à arriver à une situation qui permet le blocage du pays, qui permet d'arriver à un vide juridique, qui permet d'arriver à une situation de crise dont on pourrait profiter pour régler la question du mandat du président de la République ou dont on pourrait profiter pour compliquer la situation. Nous pensons que ce n'est pas approprié. Et donc, cette superposition de deux conflits, de deux situations, la situation électorale
à laquelle nous avons trouvé une solution. Et la situation de conflit à d'autres niveaux qui ne concernent pas l'ensemble du pays, mais qui interfèrent dans ce que nous sommes en train de construire, la combinaison de ces deux niveaux complique la situation. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à là où nous sommes. Et nous constatons que, après avoir successivement lancé des mots d'ordre, lancé des appels à peine voilés à la violence, après avoir fait tout cela, nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré assez élevé dans l'agressivité des propos. Et il nous a semblé, nous, en tant qu'ancien président d'institution de la République, de venir dire que cette démarche ne nous paraît pas correspondre à ce que le peuple béninois attend de nous. Disait Amoussou, il faut finalement que notre pays gagne, que notre pays s'en sorte vraiment grandi, que la démocratie béninoise s'en sorte de ces élections-là encore plus grandes qu'autrefois. Oui, c'est le moindre mal qu'on puisse souhaiter pour notre pays. Car face à ces deux sorties d'aînés, la première sortie de ses forces Blo Boniyayi, la seconde sortie Benoît Moussou Iji Kolaole, je vois deux types de sagesse. Je vois une sagesse qui appelle à la tête brûlée, qui appelle à la lapidation, qui appelle à la terreur, qui appelle à détruire. N'est-ce pas? Après moi, le déluge. Et en face, j'ai une autre sagesse qui dit que le sage ne se comporte pas comme il veut en public. Une autre sagesse qui dit que le sage sait quels propos tenir en public. Que le sage peut revendiquer. Mais alors, c'est le droit du sage de revendiquer. Mais que le sage identifie les cadres appropriés pour revendiquer. Alors, face à ces deux sagesses, je m'interroge sur le rôle que doivent jouer ou devraient jouer les anciens présidents d'institutions dans notre pays, qui plus anciens chefs d'État. Alors, est-ce que l'on est chef d'État à vie ou on porte le titre de d'ancien chef d'État qui donne l'immunité à vie? Est-ce que c'est parce qu'on est ancien chef d'État qu'on peut se permettre d'aller jouer au karaté au marché d'Antopa? Je m'interroge. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de protéger le pays? On a une envie, une grande envie de protéger la nation. Oui, d'accord. L'envie de protéger la nation est justifiée. C'est même une envie citoyenne. Voilà. Mais de là à aller faire des démonstrations de kata au marché d'Antopa, j'ai quelques soucis. Chacun a des gestes réflexes après. Oui. Chaque humain est particulier avec ses faiblesses et ses forces. Et ensuite, lorsqu'on a fait brûler des maisons, des structures installées et sous son règne, parce que je vais faire venir les miens là. Les miens devraient venir d'où? On ne va pas ramener toujours ces propos-là, on va essayer. Oui, il faut contextualiser tout ça pour dire que c'est un crime planifié depuis longtemps. Simplement parce que Boniyayi n'a pas digéré que son adversaire le plus redoutable, Patrice Talon, puisse battre son poulain, Lionel Zissou, et lui prendre le pouvoir. Ou simplement parce que les réformes du président Tade être comprises. Allons-y. Je vous prendrai, je vous volerai, vous me permettez 2 minutes pour dire aux Béninois de ne pas céder
à la terreur, de ne pas céder à la violence. Le Bénin est une nation de paix et doit demeurer havre de paix. Les humeurs ne peuvent pas gouverner les lois. Dans un État démocratique, ce sont les lois qui prédominent, organisent et structurent la cité. Un ancien chef d'État le sait mieux que quiconque. Mais lorsqu'un ancien chef d'État en arrive à publiquement, sans état d'âme, appeler à marcher sur des lois, l'éducation et la sagesse invitent le peuple à la résistance. Et résister, chers Béninois, à la terreur. Ne vous laissez pas embarquer parce que ceux qui parlent... Parce que le peuple n'est pas violent de nature. Ceux qui parlent, leurs enfants sont à l'abri. Liadi Vinayon Seglou n'est pas ici. Chabi Boni Yahi n'est pas ici. Nasser n'est pas ici. Mais ils sont à l'abri. Et eux, là, ils vont nous demander de nous entretuer, de brûler la terre, notre terre, la terre que nos aïeux nous ont léguée. J'en appelle à la conscience de tous les Béninois. Anita Marcos. Oui, Nadège, personnellement, je suis, par rapport justement aux sorties des anciens chefs d'État, dernièrement, je suis personnellement outrée et embêtée par ce que je vois et par ce que j'entends, parce que j'estime qu'ils sont, tous autant qu'ils ont été à la tête du pays et qu'ils savent forcément que ce n'est pas une mince affaire, que c'est entre griffes, presque un fardeau à porter tous les jours. Et quand moi j'entends certains propos, je me demande si parfois ils essaient de se mettre à la place de celui qui est là, encore qu'ils ont déjà quand même eu à faire cette expérience-là. Et quand j'entends par exemple dire qu'il faudra passer sur son corps avant d'installer la 8e législature, ça me fait peur et en même temps ça m'attriste parce que j'estime qu'il faut que les anciens chefs d'État laissent la main mettant définitivement à celui qui est là afin qu'il puisse jouer sa partition et qu'ils arrêtent. Mais qu'ils soient quand même les gardiens du temple aussi, qu'on ne va pas se dire parce qu'ils doivent laisser la main, ils doivent aller se reposer et qu'on va tout gérer. Oui, mais ils peuvent le faire dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, je partage. Parce que voilà, ils ne sont pas de simples citoyens lambda, après tout, ils ont été. Sûr. Et comme vous l'avez dit, ils savent toutes les difficultés qu'il y a à quand même diriger un pays, ce n'est pas du tout. C'est pas évident. Voilà, une mince affaire. Kader Achirou, nous allons conclure en même temps le plateau, allez-y. Je crois que vous allez me permettre d'être, je dirais, longuement bref pour dire allez-y. Dans un premier temps, quand simplement, on a été posément, président de la République pendant 10 ans et que le ciel nous a permis de terminer ce mandat parce qu'il y a eu des événements en 2014, en 2015 qui, je dirais, si cela n'était pas la force divine, je ne crois pas que Boni Yahi aurait pu terminer son mandat. Il y avait eu une forte résistance, il y avait eu des actions politiques qui se sont menées et quand Dieu vous a permis d'achever ce mandat dans la paix et dans la tranquillité, je crois que quand vous descendez du pinacle, la première des choses à faire, c'est d'aller rendre grâce à Dieu. C'est ce qu'il a fait, Boni Yahi. En dehors de la grâce, c'est d'aller vous calmer. Il s'est calmé aussi pendant plus de 2 ans. Imaginez en 2009, ou peut-être même en 2008, quand Boni Yahi était aux affaires pour la première fois, que le général Mathieu Kérékou descend en jogging au marché international de Danokpa pour estimer que telle réforme enclenchée par Boni Yahi n'était pas la bonne, ou peut-être que en 2011, quand il y avait eu le chaos monumental qui est historique et qui est très controversé d'ailleurs et contesté, que Mathieu Kérékou sorte à Porte-Nouveau pour dire « Vous n'allez pas vous laisser faire, ça c'est une brimade ». Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu diriger ce pays en 2011? Chaque humain est particulier, comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas les mêmes. Je crois qu'il faut regarder la même chose qui se fait au niveau de notre cour constitutionnelle où Robert Dossou, Théodore Olo, quand il a pris les rênes de la cour constitutionnelle, il a vu que Robert Dossou a eu un temps pour s'abstenir sur cette décision et il dit qu'il en fait de même
pour l'actuelle Cour constitutionnelle, l'actuelle mandature installée. Pourquoi Boniaï ne prend pas cet exemple sur... Il n'est pas obligé, sur Boniaï. Il n'est pas obligé, certes, mais il est observateur dans d'autres pays. Est-ce que là où il va effectuer ses missions d'observation, est-ce que quand il voit l'opposition dans une posture, est-ce qu'il légitimise l'opposition? Je crois que non. Quand on est dans cette posture, il faut parfois appeler au calme et à la paix. Je serais même pour le fait que Boniaï dise autre chose et que dans l'ombre il fasse autre chose, mais qu'il en arrive lui-même à le dire devant micros et caméras, ça veut dire qu'il ne contrôle pas ses émotions et c'est dangereux. C'est dangereux et ça appelle les populations à savoir que qui nous voulons choisir. Si véritablement en 2021 on doit rejeter Patrice Talon, qui il faut choisir pour le remplacer? Parce que quand je regarde et je scrute l'arène politique, je ne vois pas véritablement de véritables adversaires politiques capables. Rassurez-vous, il y a les Béninois qui peuvent remplacer le président Talon. Les Béninois sont des hommes très intelligents. On parle de Béninois, il y a des Béninois, évidemment. Mais je parle de l'arène politique. L'arène politique actuelle. Bien sûr. Je parle de l'arène politique actuelle. Et je tiens à préciser une chose. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Béninois capables. Mais les femmes aussi, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on se comprend? Non, il faut qu'on se comprenne d'abord. J'ai jamais dit, et je précise bien, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de Béninois pour remplacer Patrice Talon. Je dis que dans l'arène politique actuelle, ceux qui sont de l'opposition, je n'en vois pas capables de remplacer. Il y a des jeunes qui sont peut-être cachés que vous ne connaissez pas. Il parle de l'opposition. Oui, mais l'opposition, est-ce qu'il voit? Est-ce que vous permettez? Est-ce qu'il ne faut pas contrarier Kader? Est-ce que vous permettez de l'opposition les personnes qu'il voit? Est-ce que ceux qui sont là, je sais qu'il y a un jeune très dynamique, qui sont cachés, très engagé, mais qui sont bons, qui a cette volonté de prendre, je dirais, le pouvoir en 2021, mais est-ce que ces vieux-là vont lui permettre d'y aller? Déjà, ils le combattent déjà. Ils le combattent déjà. Et dès que ce jeune-là a des problèmes avec la justice, ils sont les premiers à encourager pour qu'on puisse le mettre hors d'état de nuire. Vous pensez que ceux-là sont déjà finis? C'est pour cela qu'ils sortent toujours en trois pièces à se promener devant les caméras pour appeler la violence? Je crois que non. Nous sommes béninois. Dès qu'ils viennent, qu'on puisse travailler. De patrie. Et je tiens à préciser une chose assez importante, c'est que quand on a été ancien président et qu'on est un sage, il faut savoir parfois avoir de la retenue. Vous pensez que tous ceux qui sont avec Patrice Talon, Bruno Amoussou, Idji Kola et autres, vous pensez qu'ils sont entièrement d'accord avec tout ce qui se fait, mais parfois il faut savoir avoir de la retenue parce que l'exercice du pouvoir a des contraintes. Et ça, Boniaï le sait plus que quiconque. L'exercice du pouvoir a des contraintes et il y a des obligations. Si Patrice Talon se retrouve aujourd'hui dans des obligations, dans des contraintes, acceptez-lui ça et permettez au peuple de pouvoir constater les choses qui pensent qu'en 2021, il faut changer de paradigme si possible, si vous estimez ainsi, ou bien permettre à ce peuple de pouvoir revoir les choses. Mais quand vous êtes ancien président de la République et que vous demandez qu'on écoute le mandat de président d'exercice, pour moi, c'est pas sage. Et quand on est ancien président, on n'est pas un lâche. Parce que tenir des propos du genre, ça a trait à de la lâcheté et c'est pas du tout digne du rang que vous incarnez. Et je finirai en disant que être opposant n'est pas une carapace qui légitime tout ce qu'on pense. C'est parce que vous êtes opposant que vous estimez que ce que vous pensez, c'est la meilleure des choses. Et la démocratie, c'est le respect des opinions contradictoires. Si vous êtes opposant, souffrez qu'il y ait des gens aussi qui soient mouvanciers. Si vous êtes mouvancier, souffrez aussi qu'il y ait des gens opposants. Mais vous voulez être opposant, vous avez choisi d'être en désaccord avec le pouvoir en place, vous faites tout l'effort, vous faites tous les sacrifices possibles pour être en phase avec la législation en place. C'est là que vous allez prouver que vous êtes un autre personnage, que vous avez d'autres aspirations, plutôt que de ne pas vous conformer avec la loi. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit les standards actuels, on parle de partis nationaux, je pense que FCBE a les moyens matériels, je dirais les moyens politiques pour être en phase avec cette loi, mais ils n'ont pas compris la loi. Ils n'ont pas compris la loi et ils n'ont pas été capables de pactiser avec l'adversaire politique pour se faire expliquer cette loi, pour aller se faire conformer, quitte à ce que peut-être revenir au Parlement pour relire cette loi. Déjà, et je finirai par ces propos pour dire que... Deux fois que vous finissez. Hein. Non, ça arrive. Déjà, je finirai par ces propos pour dire que il y a des lois qui sont votées, il y a des actions qui sont menées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont des lois, elles doivent être respectées. Il faut maintenant travailler à ce que les prochaines législatures puissent revoir ces tests-là en prenant en compte les aspirations profondes des populations. C'est en cela que nous allons parler du développement. Mais si nous restons là, dans l'opposition radicale, de blocage, à bloquer tout, au nom d'une démocratie que vous-même vous avez eu à mener et que vous avez qualifié de Nescafé, je crois que ce n'est pas du tout agréable. Merci à vous, Kader Achirou, c'était votre mot de fin aussi. Distel Amoussou. Oui, je voudrais lancer un appel au président Patrice Talon.
chef de l'État, chef du gouvernement. Monsieur le Président de la République, vous avez prêté serment. Vous avez prêté serment pour nous garantir la sécurité. Vous avez prêté serment pour garantir la sécurité aux 11 millions de Béninois que nous sommes. J'espère. Et je voudrais vivement espérer que vous allez jouer de votre pouvoir pour nous garantir cette paix et sécuriser notre pays. Si ces anciens chefs d'État qui se présentent aujourd'hui comme des hommes à part, qui peuvent impunément lancer des appels publics devant micro et caméra à la violence sans être inquiétés, sans être interpellés, continuent leur périple de divagation et leur délit de déraison, notre peuple va basculer. Monsieur le Président de la République, il est de votre devoir d'assurer à tous les Béninois leur sécurité. Et je vous suggérerai de sécuriser vos prédécesseurs pour que le Bénin soit sécurisé. Merci à vous, dit-elle. Amoswanika Marcos, votre mot de fin. Alors, je pense que chaque parti, autant les anciens chefs d'État, les partis de l'opposition, que celles de la mouvance doivent garder patience, garder calme, encore que malgré toutes les... Comment appeler ça? Malgré toutes les actions en griffe des partis de l'opposition, des anciens chefs d'État, le côté opposé répond par le calme et par le silence. Je pense que le côté opposé est serein. Donc il va falloir que chacun, à son niveau, garde son calme, reste serein et pense en premier à la République et au calme, à la paix des citoyens. Parce que sans la paix, on ne peut pas avancer. Monsieur Jean-Marie, vous êtes Camerounais, vous êtes au Bénin, vous êtes observateur. Vous allez nous dire un peu l'image que vous avez de notre pays. Tout ce que je peux dire, vous savez quoi qu'il arrive au Bénin, je vous ai compris parler, les autres parler. Il faut déjà féliciter ce peuple parce que en matière de démocratie et d'alternance, vous êtes la tête du peloton en Afrique. Après vous, je ne veux pas citer peut-être le Sénégal. Et le Bénin devait garder cette attitude, devait garder, n'est-ce pas, ce cap élevé en matière de la démocratie. Parce que le Bénin, aujourd'hui, quand on parle dans beaucoup de pays, puisque j'en ai représenté 37 sur le continent, les gens se réfèrent par rapport à la démocratie béninoise. Mais peut-être que vous qui êtes béninois, vous ne savez pas que vous avez de l'avance pour beaucoup de pays, sur beaucoup de pays africains, même en Moyen-Orient. Vous savez, quand on parle d'une élection ou des élections, il y a toujours des problèmes post-électoraux. Ça veut dire, après les résultats, nous en avons vu dans plusieurs pays, y compris même mon pays, le Cameroun. Je profite donc pour lancer un appel au peuple béninois de rester calme, de ne pas céder à la violence, quel qu'en soit l'appel, que ce soit l'ancien président, que ce soit président de l'Assemblée nationale, n'importe qui, et rester calme. Parce que quand on commence, on sait exactement à l'heure qu'on a commencé. Mais pour finir, personne ne peut dire que voilà, c'est demain ou après-demain. Les élections se sont passées. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et chaque Béninois ou Béninoise devait vaquer à ses occupations dans la paix, dans la tranquillité. Je ne pourrais pas quitter ici sans toutefois féliciter, le président de la Sénat, qui a toujours bien organisé les élections, malgré quelques couacs. Il y a le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a encore prouvé une fois de plus qu'il est capable de sécuriser la vie des Béninois, parce que vous appelez la police républicaine, n'a tiré sur aucune personne. Et ça, il faut franchement déjà les féliciter.
Et grosso modo, c'est l'ensemble de tous les Béninois, malgré des brouhahas par-ci, par-là, est resté franchement serein. Et merci encore une fois de plus à tous les Béninois, garder le cap d'être toujours chef de peloton en matière de démocratie et de l'alternance. Merci. Merci à vous, M. Jean-Marie Kadir. Je crois allez-y rapidement. Oui, très rapidement, je dirais que j'aimerais inviter la population béninoise à faire cette expérience démocratique d'une assemblée plus ou moins monocolore. À la fin de cette législature, nous ferons le bilan et en 2021, nous allons revoir un peu si Patrice Talon a bien fait, nous allons le renouveler son quinquennat. Si on estime qu'il a eu à effectuer des démarches hétérodoxes, nous allons peut-être lui dire merci. Mais ça ne sert à rien de vouloir se faire justice à travers des voies illégales. À une juste guerre, préférons une injuste paix pour le bonheur des populations et pour le développement qu'on a tout le temps espéré de part et d'autre et dont ceux qui sont opposés aujourd'hui nous en rabattent les oreilles. Merci à vous, Kader Achirou. Je rappelle que vous êtes journaliste à Usawi TV. Monsieur Jean-Marie qui était avec nous, donc observateur, qui nous a rejoint sur le plateau et qui nous a fait donc le point de la mission d'observation au Bénin. Nous étions également avec Dorcas Gamangba qui nous a replongé un peu dans le monde de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Anita Marcos était également là, avec elle nous avons eu droit donc au rôle que joue la Cour constitutionnelle dans le processus. Et puis, est-ce qu'on peut avoir les images avec les cadreurs qui sont quand même présents sur notre plateau? Nous avons donc Distel Amoussou, consultant média, analyste politique, qui était également donc avec nous sur le plateau donc spécial élection législative. Que la sagesse nous gagne, que les mannes de nos ancêtres apaisent les cœurs. Boniaï, Patrice Talon, Nicéphore Soglo, Candidat Zanaï et les autres, nous avons le droit d'être différents. Mais avant tout, nous sommes donc les mêmes fils d'une même terre, le Bénin. Nous savons qu'à divers niveaux, vous aimez votre pays, vous aimez notre pays, vous aimez le peuple béninois. Nous sommes convaincus que l'héritage de paix sera légué aux générations futures. Notre peuple ne basculera pas, le peuple béninois ne basculera jamais. Nous n'allons pas chavirer, nous avons confiance donc en notre commandant en chef. Merci à tous, portez-vous bien et puis à une autre fois, au revoir.